Alors, pour économiser en fait le temps d'installer, alors, on va commencer par une invitation à ce que chacun prenne explicitement, et non pas implicitement ou en cachette, ou bien un téléphone, ou bien un ordi, ou bien une tablette. Prenez-les. Je pense que chacune parmi vous a ou bien un téléphone, smartphone, ou bien tablette, ou bien ordi. Prenez-les dans vos mains. J'en ai un, mais je ne peux pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Non, il y a 3% de batterie. De batterie. Alors, est-ce que les autres, vous avez... oui, tous les autres, vous en avez. Alors, une petite tâche aujourd'hui, le thème sera société civile. Un des grands thèmes de la science politique, comme chacun des thèmes, enfin dans ce cours introductif. À quoi va vous servir votre téléphone, smartphone ou tablette pour chercher une image de la société civile? Vous aurez 3 minutes, hein, pas une recherche approfondie. Alors, écoutez-moi encore. Alors, ce que vous ne devez pas faire, c'est de ne pas demander société civile, parce qu'on aura les mêmes images, plus ou moins. Donc, réfléchissez une minute, ce que pour vous, maintenant, avant le cours, veut dire science politique. Dans ce moment, comment vous pensez science politique, alors ces mots que vous allez écrire et donc chercher des images de votre idée de science politique, de société civile, mais pas demander société civile parce que, comme je dis, on aura le même résultat. Est-ce que j'ai bien expliqué? Et donc après, voilà, j'installe entre-temps la présentation, chacun aura 30 secondes pour montrer l'image et pour résumer quel est le mot-clé de la recherche. Donc, qu'est-ce que pour vous, en ce moment, veut dire société civile? C'est clair? Oui. Allez-y. Il faut chercher une image sur Google. Il faut chercher une image sur Google. Tout à fait. Vous cherchez Google ou Yahoo, partout où vous voulez. Mon Dieu,
informatique dans notre classe de sciences politiques. Toutes mesures gardées. C'est vous ou c'est qui va essayer de m'aider? Ben, je n'arrive pas, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'ordi, je n'arrive pas à le... Qui va essayer? Merci. Je vais allumer d'abord parce que je ne vois pas très bien ici. Normalement, ce n'est jamais éteint. Et apparemment, ça... La société civile en image. Au moins, vous avez eu suffisamment de temps. Qui va commencer? Allez-y. Montrez à moi et aux autres et expliquez très brièvement. J'ai choisi cette image-là. Oui. Oui, ça veut dire? Ça veut dire que chacun est différent de son rôle dans la société. Et pour arrondir cette société civile, il faut faire chacun ses rôles, individuels et qui seront complémentaires. Voilà, une idée très claire. Allez-y, on va faire d'un côté de la table et de l'autre. Oui, et puis montrer aux autres. Parce que ça me faisait penser juste peut-être une entreprise ou une association de personnes. Et c'est quelle association? Est-ce que vous la connaissez ou c'est n'importe quelle? Juste une image d'une association. Allez-y. Mon image est dans les rues de New York. New York, montrez aux autres aussi, oui. Et selon moi, les rues de New York représentent la société civile, comme la communauté, la richesse et la commercialisation. D'accord, oui. Enfin, très intéressant, c'est une de mes villes favorites au monde. C'est tout à fait personnel, allez-y. Moi, j'ai choisi cette image, celui-ci. Oui. Oui, celui représente la société et qu'on doit on doit aider l'un l'autre, n'importe la race et n'importe la nationalité qu'on porte, et oui, on doit être comme des frères de l'un à l'autre. Oui. Très bien, merci. Une image très inclusive de la société civile. Et on continue. Voilà.
On continue avec vous, s'il vous plaît. J'ai mon téléphone est déjà. Ah, vous n'avez pas travaillé. Enfin, Enfin, je je vous fais confiance. Allez-y. Allez-y. Mon image, Est-ce que vous pouvez déplacer les sacs? Je n'ai pas des frontières. Voilà, il y a plein de chaises. Il y a plein de chaises derrière. C'est juste pour ne pas faire des petites frontières physiques et symboliques. ça c'est mon image. Oui, et c'est. Oui. Oui, et c'est. Enfin, j'espère que les autres voient. Montrez clairement et expliquez assez brièvement ce que c'est. Expliquez. Oui, donc l'image, c'est en effet, on voit bien les rues et les gens de la société qui marchent, qui sont en train de vivre leur vie, de passer leur journée normalement. En effet, l'image montre ces citoyens qui profitent de la vie dans l'espace public et de la rue urbaine. Et Très bien, c'est très clair. Enfin, le groupe a des images très urbaines de la société civile mais déjà un lien très théorique entre société civile et espace public. Très bien. Encore deux exemples, oui. j'ai choisi cette image. Oui, d'accord. Oui. Quand nous sommes plus forts, quand nous sommes unis comme une société. D'accord. Est-ce que vous avez eu le temps? Parce que tout en m'aidant, merci Angélique. L'image. Oui. Cette image représente la protestation. Les gens voudront quelque chose de différent et ils protestent pour qu'ils puissent accomplir ses buts. Très bien. Donc une image, parce que les autres étaient très cordiales, amicales, souriantes, je dirais, de la société civile, et vous montrez une image plus combattante, etc. Très bien, toutes les images sont tout à fait pertinentes. Pendant le cours, essayez d'identifier, disons, à quel type d'explication, à quelle hauteur, il y aura quelques-uns, mais surtout à quel type de société civile votre image renvoie. Et à la fin du cours, chacune parmi vous va donner un exemple de société civile, un exemple que vous connaissez ou un exemple que vous avez lu, mais un exemple enfin que vous connaissez. Quelques images de mes groupes précédents, voilà, donc ça correspond à société civile et protestation et là vraiment l'unité dans la protestation. Donc si on commence par une entrée dans le sujet, on peut dire que la définition de sciences de société civile est comme un triangle, parce qu'il y a trois grandes expressions de la société civile. D'abord, c'est une sphère sociale parmi d'autres. Il y a l'économie, on verra, il y a la politique, etc. C'est un acteur politique, donc certaines de vos images portent ce très fort message que c'est un acteur politique avec des revendications, et c'est aussi un idéal démocratique. Donc ce n'est pas toujours la réalité, la société civile n'est pas toujours développée, elle n'a pas toujours existé non plus, mais c'est un idéal démocratique. On verra dans quelle conception de la démocratie la société civile s'inscrit. Alors, ici, il y a quelques citations célèbres de la société civile. Lisez-les attentivement et très rapidement, dites-moi quelle est celle qui vous parle le plus et pourquoi, mais très très rapidement. Très rapidement. Voilà, quelques auteurs de pays et de disciplines et même
de domaines différents avec quelques images, quelques idées de la société civile. Les idées de la société civile sont là, pas sur votre écran. Oh, non, mais c'est pour écrire. C'est une... Voilà. Donc, lisez-les attentivement et choisissez une de ces citations. Dites-moi quelle est celle en fait, qui vous parle le plus et pourquoi. On va vous donner maintenant la parole parce que vous n'avez plus besoin de portable. La deuxième. Lisez-la et dites-nous une phrase, enfin qu'est-ce qui vous attire dans cette... Lisez-la. Si vous voulez savoir ce que vous direz, je regarde simplement ce que vous entendez. C'est parler de manière un peu plus articulée. Si je Vous parle... voulez savoir qui vous dirige, regardez simplement ce qui vous est interdit de critiquer. Oui, dites avec vos propres mots, en fait, qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous parle, en fait, dans cette citation. Je pense que si on a un sujet tabou, si on en parle, on peut ostraciser. Et ça montre qui dirige. Qui a le pouvoir, oui. Voilà, de donner la parole ou surtout de l'enlever. Moi, ce qui, voilà, enfin, m'impressionne, c'est que c'est dit par Voltaire, mais ça pouvait être dit aujourd'hui avec la même validité et la même pertinence. Ça explique beaucoup de sociétés et beaucoup de sphères politiques, non seulement celle de Voltaire. Les autres, est-ce que vous avez choisi une autre citation? Il n'y a que 3, allez-y. Moi, j'ai bien aimé la dernière. Lisez-la d'abord. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis, engagés puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que cela se produit. Moi, je choisis celle-ci plutôt parce que c'est comme ça, on ne peut jamais savoir qui peut faire un changement et qui va changer quelque chose dans notre avenir. Et on ne peut pas critiquer le fait que c'est un homme ou c'est un petit groupe de personnes qui va le faire. Qui va le faire. Donc, le changement peut commencer enfin, par un petit groupe et l'histoire nous a donné énormément d'exemples. Un exemple qui a été très proche des jeunes est une jeune teenager qui, ça fait en fait 10 ans, devant son parlement en Suède, portait voilà, un slogan. Et puis elle est devenue enfin, une leader globale enfin, pour la justice climatique, etc. Certains l'adorent, d'autres la détestent, peu importe. Mais vraiment une jeune teenager en fait, qui arrive à mobiliser des millions de jeunes enfin, dans le monde entier. Ou bien la Révolution française, en fait, qui a été conçue d'abord par un groupe d'intellectuels, de grands penseurs, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la première? J'aime la première parce que je pense qu'on doit penser activement pour tout. Et si on met d'accord toujours avec le pouvoir, il va nous manipuler et faire tout qu'il veut. Voilà, et lisez-la dans sa version originale avant l'interprétation. Le premier devoir de citoyen est de contester le pouvoir. Et de contester le pouvoir. Il faut le comprendre au sens très large, non pas toujours à chaque moment être critique, parce qu'il se peut en fait qu'il y a une politique qu'on aime, enfin c'est très rare mais ça peut arriver, mais d'être autonome par rapport au pouvoir, être capable enfin de penser de manière critique et enfin de contester si on n'est pas d'accord avec les politiques. Très bien, des commentaires enfin, très, très forts. Voilà. Très brièvement le plan, on va faire, enfin, comme toujours, l'histoire conceptuelle, comment le concept a émergé, comment il s'est développé,
dans cette histoire, la question que nous, on va se poser de manière analytique est comment évoluent les relations entre société civile d'un côté et État d'un autre côté. Et on va voir que dans l'histoire millénaire du concept, les interprétations changent et on doit bien comprendre en fait pourquoi. On va donner évidemment les définitions, on va voir les éléments, quels sont les éléments de la société civile, un petit accent en fait sur les protestations, 3 types de citoyennes, de citoyens et avec quelques questions. Donc l'histoire de la société civile est très très longue, donc la plupart des concepts de sciences politiques sont conçus, forgés, créés encore dans l'Antiquité, ce qui est tout à fait impressionnant, cette histoire millénaire. Donc on ne va pas prendre les détails, mais vraiment les idées claires. Aristote, on sait déjà que dans la pensée d'Aristote, un des concepts centraux, c'est la polis, la cité, la cité-État, qui il a défini comme la plus haute forme d'association humaine, qui a une double caractéristique. C'est d'abord l'unité politique. Dans l'Antiquité grecque, il n'y a pas d'État-nation ou encore pas l'Empire, va apparaître enfin bientôt, mais c'est l'État qui est conçu comme la cité. Et c'est en même temps la communauté des citoyens, au sens aujourd'hui, on dirait, de société civile. De l'Antiquité grecque, on passe toujours à l'Empire romain et on compare toujours Aristote avec Cicéron. Et on voit en fait que pour Cicéron, le citoyen est conçu de manière très similaire, comme celui qui est membre de l'État, comme il est membre de la société civile, et comme celui qui respecte les lois. On verra que beaucoup plus tard, d'autres conceptions vont émerger, qu'on peut contester, on peut contester le pouvoir. Mais Cicéron et Aristote sont encore dans cette pensée qui approche beaucoup société civile et État. Donc la question qu'on s'est posée au tout début, quelle est la relation dans ces deux conceptions entre société civile et État, qui émerge de ces petites définitions. La société civile sont les gens, tandis que l'État est le territoire. Et le territoire, c'est une définition excellente, qui est tout à fait pertinente, qui est, je dirais, un peu plus moderne qu'antique. Elle ne contredit pas, mais ce que je veux dire, c'est de toute façon, depuis la définition du concept de l'État, c'est toujours lié au territoire, et depuis la conception de la société civile, c'est toujours évidemment lié aux individus. Là, vous avez parfaitement raison. Tout simplement, le message que je veux passer, ça c'est clair, c'est vrai, c'est valide dès l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ce qui va changer, ce sont les rapports, comment les différents penseurs et les différentes époques considèrent les rapports entre société civile et État. Et donc le moment, je dirais, le plus positif pour l'État, pas pour la société civile, c'est l'Antiquité grecque qui les approche énormément, au sens, pas tout à fait de liquider la spécificité de la société civile, mais c'est presque la société civile dans l'agora est conçue comme l'État. Donc à partir de ce moment, ça va commencer à changer, on aura des millénaires pour ce changement.
on avait une époque où un passage tout à fait important est Magna Carta. Est-ce qu'on l'avait souligné à un autre cours? Je ne me rappelle pas parce que c'est un exemple qu'on donne dans beaucoup de cours, donc je résume ou je le dis. Ça fait juste 10 ans, on a fêté le 800e anniversaire. C'est un moment important dans l'histoire de la politique et dans l'histoire aussi de la pensée politique, parce qu'il y a une percée, une idée qui a fait une percée, et cette idée, elle est tout à fait fondamentale. Là, le contexte de l'époque est qu'il y avait une guerre, comme il y en a eu énormément pendant le Moyen-Âge, entre le monarque, qu'il soit empereur, prince, peu importe le titre, et les nobles, les barons à l'époque, et à la fin de cette guerre, il y a ce document qui a été adopté et qui dit clairement une pensée qui, dès cette époque, 1215 jusqu'aujourd'hui, est toujours valable, au moins doit être toujours valable, que personne n'est au-dessus de la loi, même pas le roi. Donc la loi est pour tout le monde, pour les paysans, pour les citoyens, pour citadins, au sens de ceux qui habitent dans les villes, pour les nobles et pour le roi. Ça a été à l'époque une idée révolutionnaire. On est en plein Moyen-Âge avec le roi, avec des pouvoirs divins. Plusieurs siècles plus tard, the Bill of Rights de la Révolution américaine s'est inspiré de cette idée déjà ancienne. Donc une idée extrêmement révolutionnaire qui est toujours valable aujourd'hui et qui n'est jamais accompli à 100%. On lutte pour l'accomplir, mais ce n'est jamais le cas. Il y a une large seconde étape du XVIIe au XIXe siècle, quand c'est le développement des sciences politiques. Presque, tous les grands penseurs en sciences politiques ont contribué au développement de ce concept. Je vais le résumer très brièvement. Quel est le contexte social et politique, social-économique, qui stimule le développement de ces idées? C'est le contexte économique du capitalisme, de la révolution industrielle, qui est basé d'un côté évidemment sur les technologies, mais d'un autre côté sur la propriété privée qui devait être protégée par l'arbitraire du prince, du monarque, des nobles, etc. Sinon, on ne pouvait pas vraiment accomplir, comme je dis, une révolution industrielle et développer le capitalisme qui, remplace comme classe dominante, la classe féodale basée sur la propriété des terres, avec une classe comme la bourgeoisie, dont la richesse, le capital, est basé sur les moyens de production. Et donc, cette propriété privée des usines, des fabriques, des technologies, etc., devait être protégée par l'État. Et donc, dans ce contexte économique, on développe des concepts qui éloigne la société civile de l'État. Habermas, qui est un penseur du XXe siècle, mais ici il a été introduit dans vos commentaires déjà, et celui qui a conçu de manière théorique, qui a théorisé ce passage dans ces deux termes, espace public moderne et société civile. Sinon, si on revient quand même un peu au début de cette période, parmi beaucoup de penseurs comme Rousseau, etc. Mais je prends juste
John Locke, qui fait la distinction entre deux types de pactes. Il dit il y a le pacte social, donc le pacte social qui nous tient ensemble, comme société, on décide de vivre ensemble et l'État garantit que notre sécurité est garantie, on lui délègue le pouvoir, et le gouvernement qui est le pacte politique, cette confiance qu'on assigne, qu'on transmet à l'État. Et donc cette autonomie des deux, de la société d'un côté et de l'État de l'autre côté, est formulée dans cette formule. La rupture du pacte politique ne rend pas le pacte social. Très souvent, les dirigeants politiques, les leaders disent après moi le déluge. Si je suis plus le leader, tout va s'effondrer. Non, je vais dire rompre la confiance vers un leader, vers un parti, vers un régime politique ne veut pas dire qu'on détruit la société. La société veut être plus forte, plus consolidée, etc. Donc pacte social d'un côté, pacte politique de l'autre côté. Alors, on a dit Aristote, du temps moderne, c'est Hegel, qui est le grand sommet, celui qui a classifié toute la connaissance des Lumières et du développement de la pensée philosophique et sociale moderne. Il faut bien se concentrer parce que vous devez comparer Hegel avec l'autre penseur qui va venir. Donc il donne cette idée très intéressante qui est que la société civile, ce sont les intérêts particuliers et c'est entre la société, il dit parfois même la famille et l'État. C'est entre la famille et l'État. Et vraiment regarder comment il définit d'un côté la société civile, de l'autre côté l'État. La société civile, c'est, on l'avait dit déjà, la propriété privée est très importante pour qu'on soit autonome par rapport à l'État. Si on n'est pas payé par l'État, on est autonome. Et pour être autonome, on doit avoir une propriété privée ou avoir son capital de main-d'œuvre et le vendre. Donc, les citoyens sont définis comme des propriétaires exactement de propriété privée. Ça peut être un logement, ça peut être de la terre, ça peut être une usine, ça peut être un petit magasin, peu importe. Et quelqu'un a dit dans vos commentaires préliminaires, les gens comme consommateurs, comme citoyens, comme des gens dans la ville, ici producteurs et consommateurs. Et ce qui est important, on l'a vu depuis Magna Carta, comme égaux devant la loi, comme égaux, au moins en termes formels, en termes de loi, on est tous égaux. Alors, il dit quand chacun défend ses intérêts individuels, ses intérêts sont très souvent égoïstes. C'est un tout petit peu différent de votre image très solidaire, mais qui va apparaître non pas plus tôt, mais plus tard, dans la conception de la société civile. Et ce que dit Hegel, il dit les intérêts sont égoïstes et ils peuvent être non seulement différents, mais antagonistes. Alors, dans ce jeu d'intérêts privés, quel est le rôle que joue l'État? L'État. Pour Hegel, l'État est celui, qui, au-delà de tous les intérêts conflictuels, définit et défend l'intérêt général. L'intérêt général est un concept très spécifique
parce que ce n'est pas l'ensemble de tous les intérêts privés, mais c'est dont une société en général a vraiment besoin. Donc une société voilà, dans son ensemble et dans la perspective d'un développement et aussi en fait de l'intérêt des individus. Donc l'État exprime et défend l'intérêt général d'après Hegel et l'État est le régulateur des conflits, parce que si les intérêts sont égoïstes, évidemment il y a beaucoup de conflits entre les classes, entre les groupes sociaux, parfois entre les individus, et là l'État ne doit pas se mêler. Alors, ça c'est Hegel. Un peu plus tard, un tout petit peu plus tard, il y a Marx. Marx construit en fait sa vision, sa philosophie politique sur le schéma, comment dire, somptueux de Hegel, mais reformule de manière radicale certaines, enfin des idées de Hegel, certaines des idées. Et alors ici, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il réformule dans la vision, dans l'explication de la société civile. D'un côté, alors d'abord, je pense qu'au tout début, quelqu'un de ce groupe pensait s'identifier avec la pensée marxiste, ce qui est très bien, moi je suis ouverte à toutes les écoles, etc. Mais c'est pour rappeler à tout le monde la structure de la pensée de Marx, donc la philosophie politique qu'il propose, elle est vraiment une hiérarchie, une structure hiérarchique. Donc la base, c'est l'économie, c'est les relations de production. Et là se jouent les relations entre classes, c'est l'économie. La superstructure, c'est la politique. Politique et culture et religion et identité, etc. Tout cela, il l'appelle superstructure. Ça veut dire que ça existe vraiment, mais dont les raisons sont toujours profondément liées à l'économie. Ça, c'est de manière très très simple la pensée de Marx. Alors, donc, infrastructure et superstructure, essayez de retenir. La société civile, donc, les relations qui sont commerciales, comme vous l'avez déjà dit, industrielles au sens large, intérêt économique, contradiction agonistique. Est-ce que ça vous rappelle Hegel ou non? La conception de la société civile. On a vu le slide précédent, Hegel. Je vous le montre. Donc, lisez société civile ici, encore une fois, de manière concentrée. Et oui, un peu. Voilà. Parce que Hegel, comme on a vu, il a dit que l'État est le régulateur des conflits et l'État, c'est lui qui fait tout. Et ici, Marx, il dit que l'instrument d'oppression, c'est l'État aussi. C'est l'État. Mais ce que je vous demande maintenant, vous avez, je vous remercie, mais vous répondez à la question que je n'ai pas encore posée, que j'envisage de poser. Mais maintenant, je pose la question sur la société civile. Donc, comparez société civile de Hegel, lisez, c'est juste quelques mots, ne me regardez pas moi, lisez, et société civile d'après Marx. Les mots sont un peu différents, mais les idées sont similaires ou différentes sur la société civile. Intérêt économique, contradiction agonistique, similaire. Donc, oui. Hegel et Marx, donc Marx a des idées similaires de Hegel par rapport à la société civile. Alors, maintenant, on passe à la question à laquelle vous avez déjà répondu, mais je la pose maintenant, et puis réfléchissez. Donc, la question que je pose maintenant, est-ce que les idées sur l'état de Hegel et de Marx sont similaires ou différentes? Donc, je vous rappelle Hegel,
État, intérêt général et régulateur des conflits, Hegel, et Marx, oppression et exploitation des classes dominantes. Est-ce que les idées sur l'État de Hegel et de Marx sont similaires ou différentes? Allez-y. Donc, vous pensez déjà avoir répondu, mais maintenant, c'est sur l'État, uniquement sur l'État. Elles sont similaires. Sur l'État. Donc, oubliez la société civile, on a dit que Marx et Hegel vraiment conceptualisent la société civile de manière similaire. Par rapport à l'État, Hegel dit l'État exprime l'intérêt général et sert de régulateur des conflits. Intérêt général, intérêt de tous. Marx vous dit l'État exprime l'intérêt de la classe dominante, il exerce une oppression sur les dominés et une exploitation des dominés dans l'intérêt de la classe dominante. Est-ce que c'est similaire ou c'est différent? C'est différent. C'est différent pour ne pas dire que c'est opposé. Opposé. Donc Hegel a une vision très positive de l'État comme vraiment intérêt général et régulation des conflits, tandis que Marx dit l'État ne fonctionne pas dans l'intérêt général, mais l'État fonctionne dans l'intérêt, il dit, de la classe dominante et donc l'intérêt privé dans la société, et c'est beaucoup de pouvoir qu'il exerce comme oppression et comme domination. C'est opposé par rapport à l'État, c'est opposé. Voilà, donc juste pour vous dire logiquement, même si vous ne savez pas, donc je veux dire, si on étudie deux grands auteurs, ils ne peuvent pas dire exactement la même chose. Si le second dit exactement que le premier, on étudie juste le premier. L'autre ne fait que diffuser ses pensées. Mais si on étudie deux grands auteurs, donc il doit y avoir des distinctions, des différences vraiment fondamentales dans leur vision. Voilà. On saute et donc on arrive à un autre grand auteur qui est Alexis de Tocqueville. On l'avait déjà cité, un des grands auteurs français qui est connu par ses réflexions par rapport à la démocratie et par rapport à la vie politique en France, mais aussi par rapport à la démocratie aux États-Unis. Enfin, vous vous rappelez, on avait cité son ouvrage célèbre, La démocratie en Amérique, qui est étudié toujours, lu ligne après ligne, très attentivement. Aujourd'hui encore, par à la fois les Américains, les Français, les Européens, parce que ce sont deux modèles de démocratie et de société civile qu'ils comparent, et il est impressionné par les yeux d'un Français qui vient d'un modèle très étatique, d'un État très fort, à découvrir l'Amérique, où il est impressionné par l'omniprésence et la richesse de la société civile, avec plein d'organisations, d'associations, d'activités qui, par exemple en France ou en Europe, sont toujours des activités d'État. Par exemple les pompiers. Les pompiers, c'est quoi? Oui, tout le monde sait, oui, parce que c'est pas évident. Donc firefighters, partout en Europe, c'est des structures d'État. En Amérique, ce sont des volontaires. Alors ça le surprend énormément. Et puis d'autres exemples, comme ça, et qui montrent
moins d'État, mais une société civile très articulée et très développée. Et donc c'est pour ça, enfin, il formule plusieurs idées, en fait, sur l'importance de l'association, en fait, que des individus libres forment des organisations et des associations pour accomplir, en fait, différentes tâches. Et il dit ça c'est un remède contre la tyrannie de la majorité. Ce concept en fait qu'il a conçu, on l'a un tout petit peu introduit. Est-ce que vous vous rappelez la tyrannie de la majorité? On l'avait enfin brièvement introduit quand on parlait en fait des régimes démocratiques. En fait que la démocratie est un régime enfin le meilleur de tout ce qu'on a inventé, bien qu'il est loin d'être parfait. Et parmi ces imperfections, c'est ce concept tyrannie qu'il appelle tyrannie de la majorité. Ça veut dire quand la démocratie est fondée sur quoi? Sur le vote. Et donc, il a toujours une majorité. Elle peut être une majorité ethnique dans le pays ou la majorité enfin, d'un parti et qui gagne le plus de voix. Mais une majorité n'est jamais toute la société. Et quand cette majorité impose, essaie d'imposer, enfin, sa vision, ses politiques, etc., en oubliant les intérêts ou les supprimant les intérêts du reste de la société, c'est ce que couvre ce concept de tyrannie de majorité, de la majorité. Et donc il dit les associations, la liberté de s'associer est un remède, une forme enfin, de lutte contre la tyrannie de la majorité. Alors, Habermas est le grand classique voilà, que vous avez introduit sans le nommer, mais c'est ces idées. Il introduit une innovation dans la conception de la société civile qui est que c'est une sphère de communication entre les citoyens. Il est l'auteur de cette idée de rationalité délibérative. Délibérative, ça veut dire basée sur la discussion, les débats, les échanges entre les citoyens. Et donc, il parle, il développe les idées d'une démocratie participative et délibérative. Participative veut dire quoi? Démocratie participative, oui. C'est une démocratie où la majorité, où tout le monde participe. Tout le monde est toujours un idéal, mais disons où les citoyens participent plus régulièrement, plus activement, plus créativement, etc. Donc, démocratie participative, elle est un peu opposée à quel autre type de démocratie? Juste pour comprendre enfin de quoi il s'agit. Démocratie participative, comme vous dites, elle demande ou elle exige et elle exprime une participation plus active de beaucoup de citoyens. Ce modèle est opposé à quel autre type de démocratie? Nous avons parlé de démocratie, ça fait peu de temps, probablement la semaine dernière. Oui, allez-y. Oligarchie? Non, oligarchie n'est pas un système démocratique. Donc je dis, dans le cadre de démocratie, il y a plusieurs modèles enfin, démocratiques. Et donc la démocratie participative est un des modèles de fonctionnement de la démocratie. Mais dans le cadre de démocratie participative est différente ou opposée à quel autre type de démocratie? Au type
principale de démocratie contemporaine qui est, on avait comparé, si vous vous rappelez le cours précédent, la démocratie ancienne et la démocratie contemporaine. Donc la démocratie ancienne, elle est, on avait dit, tous les citoyens dans l'agora qui votent, enfin qui font élire les lois, etc. C'est la démocratie directe. Aujourd'hui, on ne peut pas réunir tous les citoyens, même pas dans l'espace numérique, parce qu'ils ne sont pas tous là, etc. Et donc aujourd'hui, depuis bien de siècles, mais aujourd'hui, ce n'est plus la démocratie directe, mais c'est la démocratie participative. Représentative. Donc nous, on vote aux élections, par exemple parlementaires, on élit enfin les députés, et ce sont les députés qui votent les lois et pas les citoyens eux-mêmes. Donc aujourd'hui, le modèle principal de fonctionnement de la démocratie, c'est la démocratie représentative, mais Habermas introduit donc le modèle de la introduit. Il est un de ceux en fait, qui développe le modèle de démocratie participative, qui ouvre plus d'espace aux citoyens, par différents moyens. Il y a des moyens assez formels, mais juste pour illustrer, par exemple, chaque loi, avant d'être votée, donc la loi, elle est, écrite, la première version, par exemple, très souvent par le Conseil des ministres. Alors, aussi du Conseil des ministres, elle est ouverte à des discussions. Chaque citoyen, chaque organisation, chaque association peut faire un commentaire, une contre-proposition, etc. Ça, c'est une forme de délibération, dit Habermas, et après, la loi est votée en fait par le Parlement, parce qu'elle ne peut pas voter par les citoyens directement. Les citoyens peuvent participer directement à quel autre outil, enfin politique, quand on demande à tous les citoyens l'opinion sur un sujet, ça s'appelle comment? Il y a un tel outil, mais on ne le pratique pas sur tout et n'importe quoi. Ça s'appelle... Pardon? Là? En Suisse. La Suisse, vous donnez l'exemple, enfin tout à fait correct de la Suisse, mais la Suisse utilise le moyen de référendum. Voilà, le référendum est un moyen de demander l'opinion de tous les citoyens, sur différents sujets. Voilà, ça marche très bien en Suisse, ça marche beaucoup moins bien ailleurs, mais voilà, il y a ce modèle, mais il est assez peu répandu ailleurs, parce que tous les citoyens ne sont pas comme les citoyens suisses qui sont habitués vraiment à penser l'intérêt général plutôt que leur propre intérêt. Par exemple, récemment, on leur a demandé: est-ce que vous acceptez qu'on augmente les impôts? Dans beaucoup de pays, tous les citoyens vont dire, en France, ils vont dire non, il faut les diminuer. Même ils sont en crise financière terrible, ils disent il faut les diminuer les impôts. Les citoyens suisses ont dit oui, il faut les augmenter. Parce que c'est dans l'intérêt général, même si ce n'est pas dans mon propre intérêt, l'intérêt général est celui qui compte à mi et long terme. Voilà. Alors, Habermas, donc on va beaucoup parler d'Habermas, mais c'est aussi bien de faire les liens entre les cours, entre les concepts. Donc il introduit cette idée de communication, de délibération, ça veut dire délibération des discussions, enfin les citoyens doivent commenter, discuter. Il a une idée enfin extrêmement forte, elle est simple et forte, de l'émergence de la société civile, de l'émergence. Il est né, il dit, à la base de petits groupes de personnes qui s'unissent pour, comme il dit, lire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils lisent littéralement un texte, mais qu'ils discutent en fait de sujets. Les sujets peuvent être
politique, culturelle, enfin de société, etc., mais qui discutent, qui réfléchissent, qui discutent de manière autonome et critique. Ça, c'est extrêmement fort comme idée, donc il faut toujours, dans chaque société qui se veut démocratique, il faut reproduire ces petits ou plus grands, enfin un groupe de personnes qui réfléchissent indépendamment ensemble, dont les cerveaux ne sont pas blanchis par les réseaux sociaux, par leurs amis, par n'importe quoi. Donc, réfléchir vous-même. Donc, ne demandez pas ChatGPT avant d'avoir votre propre opinion sur quelque chose. ChatGPT peut vous aider à faire une petite recherche, mais pas à remplacer votre pensée. Voilà, non, ça c'est encore moins les réseaux sociaux et ce que toutes les bouches sont remplies. Alors, cette histoire, après Aristote et après Cicéron, on voit par de formes différentes et avec des conceptions très différentes, mais il y a déjà la séparation et l'éloignement de la société civile de l'État. Ça, c'est une première étape. Et puis, on va voir encore comment ça d'autres directions. Donc, on arrive au XXe siècle, la seconde moitié du XXe siècle, où une autre conception tout à fait, différente apparaît. Pardon? Oui? Je m'excuse, vous pouvez rendre pour une seconde le slide? Oui, bien sûr. Voilà, on est au XXe siècle et de manière géographique, on peut dire qu'on passe de l'Europe occidentale en Europe de l'Est, parce que c'est en Europe de l'Est que ça se développe. Pendant cette époque, l'Europe de l'Est est quel régime? Seconde moitié du XXe siècle, la Bulgarie, la Hongrie, l'Union soviétique, c'est le régime communiste. Voilà, socialiste, communiste, on les appelle différemment. Alors, il y a une nouvelle forme et une nouvelle conception de la société civile qui émerge dans nos pays, qui est liée à la dissidence, dissidentisme. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait l'appeler dissidence. Je n'ai pas eu le temps vraiment de m'approfondir dans la distinction entre les deux. Il faut bien comprendre le sens. Ce sont des leaders politiques qui émergent d'en bas, ou des mouvements sociaux, ou des cercles de contestation qui commencent à critiquer le pouvoir communiste, qui est extrêmement difficile à l'époque, parce que ce n'est pas des régimes ouverts à la critique. Je vais vous donner un exemple bulgare, comment ça se passait dans d'autres pays, ça se passait différemment. D'abord, est-ce que vous connaissez ces leaders? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui est ce leader-là, en haut? Non, c'est Václav Havel, qui est prix Nobel de littérature, mais un des grands démocrates qui a émergé pendant le régime communiste en Tchécoslovaquie. Et celui-là, de nouveau, rien, ça c'est Gelugeliev aussi, le leader du mouvement de dissidence en Bulgarie. Donc, juste un exemple, Gelugeliev était associate professor, donc professeur, disons, à l'époque, dans un institut de recherche. Il a publié un ouvrage qui s'appelait Le fascisme. Le fascisme dans une maison d'édition très communiste, etc. Au tout début, personne n'a prêté attention parce que ça paraissait comme
nombreux ouvrages de propagande, etc. Et puis peu à peu, il y a certains qui l'ont lu. Et alors, ça s'est répandu que c'est un ouvrage de dissidence. Alors, on a pu, moi par exemple, vraiment, quelqu'un nous l'a dit, j'ai pu acheter 10 exemplaires. Et puis, on l'a interdit vraiment, enfin, le jour d'après. Pourquoi on l'a interdit le jour d'après? Parce que certains qui l'avaient lu avaient compris. Il parlait du fascisme, mais en fait, c'était une critique implicite du communisme. Parce que fascisme et communisme, vous vous rappelez, sont deux formes du totalitarisme. Et donc, il ne pouvait pas publier un ouvrage de critique sur le communisme, parce que personne n'allait le publier, mais il a publié sur le fascisme comme une critique implicite du communisme. Voilà, et c'est de cette manière, l'ouvrage a été interdit, il a été mis à la porte, et de son institut, il est devenu le leader, enfin, du mouvement de critique et de résistance en Bulgarie. Alors, ce type de résistance qui était beaucoup plus, c'était en Bulgarie, c'était juste enfin, petit groupe d'intellectuels, mais par exemple en Pologne, c'était un mouvement social, Solidarité, Solidarność, en Tchéquie, le Civic Forum, qui étaient beaucoup plus nombreux, qui étaient contre le régime communiste. Donc il était non seulement non étatique, mais anti-étatique. Oui. Je pense que dans les années 80, les pays baltiques, la Lituanie, Lettonie et l'Estonie, leur révolution était avec des chansons, oui, avec des chansons interdites par le régime. Par le régime soviétique, oui, tout à fait. Donc il y avait, tout à fait, enfin chez nous, il y avait aussi, comment dire, ça commençait par la littérature, oui. Oui, je veux dire que leur révolution était peut-être la plus... qui avait le plus d'impact. Oui, le plus d'impact et le moindre des victimes de mort, parce qu'elle n'était pas violente. Mais juste pour dire qu'aucune en fait, de ces formes n'a pas été violente. Donc la dissidence n'est pas violente. Donc on n'est pas en Amérique latine, on a été en Europe de l'Est. Donc on cherchait des formes. En Pologne, il y avait en fait des grèves. En Tchécoslovaquie, vous voyez un grand meeting avec Ravel, etc. Mais ce n'était pas violent non plus, encore moins en Bulgarie, bien qu'il y avait des arrestations, etc. Il y avait des arrestations, on a arrêté des gens juste pour raconter des anecdotes. Oui, en Roumanie aussi. Partout, oui. Donc, ce que je veux dire, les dissidences n'étaient pas violentes, mais le régime a été violent. Donc, et jusqu'où aller, bien que c'est quand même apparu après l'étape stalinienne. Donc, on n'est pas dans l'époque en fait, des purges staliniennes, enfin, c'est après. Alors, donc ici, on voit en fait de nouvelles distinctions que la société civile est contre l'État, mais aussi contre l'économie. Donc, elle est différente de l'économie. Donc, on n'est pas dans l'esprit de Hegel et de Marx, mais c'est vraiment une vision politique de la société civile. On arrive à aujourd'hui, il faut que j'accélère un peu, enfin, la quatrième étape contemporaine, avec enfin, deux grandes expressions, je me limite à deux. La société civile contestataire. Alors on peut énormément parler de ça, mais je vous donne voilà une photo d'hier, d'avant-hier, quand on fêtait, enfin, c'était pas une fête, mais en Serbie, une année de protestation. Vous voyez ça c'est quand même la ville de Novi Sad, qui n'est même pas Belgrade.
qui était, ça c'est une petite photo, enfin toute, comment dire, c'était comme ça a été commencé comme des protestations des étudiants. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que d'étudiants en fait dans les rues, c'est une énorme voilà, démonstration contestataire, une année en fait de manifs de toutes sortes. C'est tout à fait impressionnant. C'est le régime qui commence, qui était très arrogant au début, qui disait les étudiants, qui les insultait presque. Vučić, à cet anniversaire, Vučić, le président serbe, s'est excusé aux étudiants, enfin, de ce qu'il a dit sur eux, etc. Alors, protestation citoyenne globale. Alors, ici, je vais dire, c'est à la fois une question, est-ce que ça peut exister, mais je vous donne juste un exemple. Juste un exemple, comment des millions peuvent se mobiliser. C'était, ça fait un certain temps, mais c'était donc Global Day of Action, donc où il n'y avait pas une cause. Il n'était pas, par exemple, contre le climat, il y avait 5 causes, les voilà. Enfin, refuse, reduce, reuse, recycle and repurpose, etc. Mais ce qui est important, c'est le message, donc Day of Action, donc journée d'action. Donc nous sommes là comme sujet et nous sommes contre le pouvoir et nous voulons que notre pouvoir soit entendu et qu'elle soit respectée. Et enfin qu'il y a des changements. Voilà, et donc c'est un peu... voilà, enfin la description. Alors, évidemment, on est à l'époque numérique, il doit y avoir une citoyenneté en fait numérique. Ici, je donne voilà, une page que j'ai eu le plaisir de diriger, où il y a l'idée des 3 I, enfin, comme citoyenneté numérique, les 3 I. Internet, indignation. Il y avait ce livre qui a été publié, Indignez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce livre. C'est un petit livre en fait, qui ça fait quelques années qu'on vendait dans non seulement dans toutes les librairies, mais tous les marchés, tous les supermarchés en France, etc. Qui était... C'est le slogan qui comptait, indignez-vous, donc luttez, défendez des causes, soyez actifs, etc., qui a été écrit par un auteur de 92 ans. Le livre a été immédiatement traduit dans je ne sais pas combien de pays et tout ce qu'il a reçu, il l'a à 100% donné à des causes citoyennes. Etc. Mais c'était voilà, un nouveau manifeste voilà, d'activisme citoyen et imagination, soyons créatifs, etc. Alors, très rapidement, très théorique, et puis il faut vous donner enfin la parole. On parle de société civile et d'auteurs, mais les différents courants idéologiques ont des visions quand même différentes de la société civile. Chacun traduit le concept de société civile dans le terme enfin, de son idéologie. Par exemple, le conservatisme enfin, dit que c'est des communautés naturelles qui sont basées sur l'ethnicité, sur la langue, sur la parenté au sens large, le groupe ethnique et religieux.